Et on va parler hypercroissance en compagnie d'une jeune femme que j'ai déjà reçue il y a 2 ans, Kelly Massol, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO des Secrets de Loli, c'est une marque de produits capillaires pour les cheveux non lisses. Et donc c'est vrai, je vous ai reçu il y a 2 ans. Et vous étiez déjà sur une belle trajectoire, mais je dois dire que je suis quand même assez bluffée par, 1, votre accélération, et 2, le fait que vous avez l'air de gérer cette hypercroissance en toute tranquillité et de faire systématiquement les bons choix. Donc je me dis, mais à quoi vous carburez ? En tout cas, la good vibe, ça c'est sûr. Et puis, le slogan de la marque, c'est Always with Love. Donc, tant qu'on fait les choses par amour, tout se passe bien. Alors, vous avez réalisé en 2022 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de, tenez-vous bien, 565%. Pas mal pour une entrepreneur qui a débuté dans sa cuisine quand même. Oui, effectivement, j'ai débuté avec 1 500 euros dans ma cuisine. Et aujourd'hui, on a une très belle entreprise qui a fait presque 17 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Une équipe qui grandit. On subit effectivement une hyper croissance. Mais c'est ce qu'on cherchait. Hein. On cherchait le scale déjà à l'époque il y a 2 ans. Et donc, on applique simplement ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et c'est aussi simple que ça, on applique ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça a l'air hyper facile quand vous le dites, moi je veux bien, mais je reçois beaucoup des entrepreneurs, ils ne font pas tout ce que vous faites. Je pense sincèrement que prévoir, la prévision est très importante et la structuration pour se préparer à scaler est très importante. Il ne faut pas subir la croissance, il faut la stimuler, aller la chercher et ensuite tout simplement la contrôler. 500% de croissance, ça paraît énorme, 560%, mais c'est exactement le prévisionnel à l'euro près que j'avais prévu il y a 2 ans. Sérieusement ? Oui. Et tout comme cette année. En fait, chaque année, le prévisionnel est respecté, ce qui nous permet de gérer les stocks, gérer une équipe, le recrutement, etc., etc. Il faut vraiment se préparer au scale. Et dans ces cas-là, ça passe par la structuration, avoir une équipe qui peut absorber effectivement ce genre de pic de croissance. Mais ça veut dire aussi, moi, je vends des produits. Donc, ça veut dire que 1 an à l'avance, je suis censée prévoir mes stocks. Donc, à l'euro près, on maîtrise aussi ses stocks et donc son fonds de roulement. Donc oui, les 560% de croissance, c'est exactement ce que je voulais. Je suis ambitieuse, très ambitieuse. L'année prochaine, ce sera encore une croissance à plus de 2 chiffres. Mais en prévoyant un bon prévisionnel, on peut maîtriser sa croissance et son hypercroissance. Comment vous faites pour... vous avez une boule de cristal pour mesurer à l'euro près ? Parce que c'est très impressionnant, vous vendez des produits, donc comment vous pouvez dire 1 an à l'avance, tel produit va se vendre à X%, et puis là, je vais vendre tant de je sais pas quoi. C'est là où on gère non seulement ses stocks, mais c'est là aussi où on gère sa communication, tout simplement. C'est là aussi où on gère ses partenaires commerciaux, à laquelle on va aller chercher éventuellement et sécuriser des contrats avec des contrats et des engagements d'achat, ce qui permet justement de prévoir la grosse partie du stock. Et ensuite, on est en train d'aller chercher de la croissance avec des nouveaux marchés. Et donc là, on se dit qu'on veut 20% de croissance sur ce marché-là, qu'on va mettre telle ou telle action en place, et ce qui nous permet de prévoir le stock, mais aussi les actions commerciales qui vont avec. Non, tout est ultra calculé. Ça a l'air hyper droit, et à la fois, on fait ça dans la joie et la bonne humeur, et parfois, on fait tout un peu dans n'importe comment. Ça arrive, mais le but, c'est que ce soit fait dans une énergie super positive. Vous avez ouvert votre capital il n'y a pas très longtemps, un fonds d'investissement franco-américain. Qu'est-ce qui a motivé cette ouverture de capital et comment vous avez fait le choix du fonds ? Parce que c'est quand même très important de s'associer au bon fonds quand on est entrepreneur. Alors, il faut revenir quand même sur la genèse, c'est-à-dire que la marque, elle, a été en autofinancement depuis 2009. Donc, chaque bénéfice avait été réinvesti dans l'entreprise. Et puis, l'année dernière, je ne sais pas, j'ai senti le vent tourner. J'ai senti que j'avais beaucoup de succès. J'ai senti aussi que les petits et les gros, en fait, je leur ai ouvert les yeux sur un marché qui était considéré comme une niche par les grands, mais finalement qui était un boulevard, puisque 6 personnes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides, ce qui donne une profondeur de marché assez incroyable. Donc je sentais que je pourrais être fragilisée à la fois par les plus petits, qui eux sont agiles, et c'est tout le bénéfice d'être petit. Et vous êtes passé par là, donc vous savez. Exactement. Et les plus gros qui, eux, avaient une force de communication incroyable. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Je me suis sentie en confiance. On était sur une belle croissance. Et je pense qu'il faut aller chercher des fonds, non pas lorsqu'on en a besoin, mais lorsqu'on n'en a pas besoin. Et c'est comme ça, finalement, que lever des fonds, ça n'a pas été possible pour moi parce qu'on est une entreprise rentable. Donc, j'ai décidé de céder des parts de mon capital à un fonds franco-américain. Je suis allée chercher un des cabinets des meilleurs banquiers d'affaires donc de la place parisienne, qui m'a présenté 12 fonds d'investissement. Sur les 12 fonds, on a eu 9 lettres d'offres.
Et ensuite, on a fait un processus concurrentiel avec 4 fonds, donc ça veut dire 4 fois des audits. Il faut aussi avoir une entreprise qui peut travailler sans moi pendant ces mois d'audit, donc avoir un current trading qui reste, lui, stable. Ouais. Je pense que d'ailleurs c'est très important lorsqu'on fait ce genre d'opération-là. Et j'ai fini par choisir ce fonds franco-américain, tout simplement parce qu'il avait compris comment je travaillais et surtout qu'il avait décidé de ne pas me brider créativement, de me laisser simplement les moyens de mes ambitions et les moyens de faire justement, en juin on fait le closing, en octobre on affiche sur 500 mètres carrés sur les Champs-Élysées la marque juste au-dessus du Claridge. Ou bien on habille totalement la station Opéra. Ce sont des choses et des actions comme ça que je suis allée chercher, avoir les moyens de toutes ces ambitions et de toute cette créativité que j'ai dans la tête pour pouvoir le dérouler ensuite. Vous avez aussi choisi de bien vous entourer. Fini l'entrepreneur toute seule dans sa cuisine, pour schématiser. Vous avez un board, j'ai lu que vous appelez ça les Avengers. Oui. C'est qui vos super-héros aujourd'hui? Alors, pour la petite histoire, Secret de Loli est une marque qui est tellement attachante. On a une grosse communauté organique sur Instagram, ce sont nos clientes. Mais l'histoire est tellement attachante que lorsqu'on a levé des fonds, on a rencontré des gens. J'ai eu un banquier d'affaires, une avocate exceptionnelle. Et de l'autre côté, mon fonds d'investissement avait aussi m'a présenté durant le process des experts et certains consultants. Et j'ai donné un cas d'école à tous les fonds. En fait, c'était un peu le monde à l'envers. Comme j'étais un beau projet, j'ai demandé à tous les fonds de me présenter un futur board qu'ils penseraient qu'ils pourraient travailler avec moi. Et donc, en me présentant donc ces listes de noms, j'ai repéré des personnes qui me donnaient vraiment envie de travailler avec elles, avec beaucoup d'expérience. Et quand ils m'ont rencontré au courant du process, à la fin du process, je leur ai demandé s'ils voulaient bien rejoindre mon board. Parce que ce que je voulais, c'était un board d'Avengers, des gens extrêmement pointus, avec de l'expérience, tout simplement pour me donner du conseil, et qui serait un conseil avec une supériorité et une qualité que je ne peux pas trouver en tant que jeune start-up, parce que je n'ai pas les moyens de les embaucher à temps plein. Et la marque est une marque qui est terriblement attachante, et chacun a décidé de prendre des missions beaucoup plus opérationnelles. Et c'est comme ça que Carlotta Thévenot, ancienne de chez Coty, qui s'occupait donc des marques de Kylie Jenner et de Kim Kardashian, a rejoint l'équipe sur des missions opérationnelles en tant que directrice générale déléguée. Et les autres membres de mon board, comme Hugues Vicvoet, ancien PDG d'Arco Pharma, là il s'occupe de tout ce qui est commerce. Voilà, on a un board qui lui finalement est stimulé et a décidé de prendre des vraies missions directement opérationnelles chez moi. Quand vous étiez venu, vous parliez avec une grande tendresse, avec un grand amour de cette façon dont vous aimez la matière et vous façonnez les produits et vous concoctez les recettes. Quand on gère une entreprise qui est rendue au niveau où vous l'avez amenée aujourd'hui, est-ce qu'il reste du temps à cette jeune femme qui était dans sa cuisine pour retourner en laboratoire concocter des nouvelles recettes aujourd'hui? C'est très difficile parce qu'il y a plein de nouveaux projets, c'est extrêmement excitant. Et puis surtout, qui dit LBO dit aussi nouvelle fonction, nouvelle organisation, structuration, rapport, des choses extrêmement embêtantes qu'on ne fait pas forcément par plaisir, mais voilà, c'est ça le prix de la structuration. C'est moins de labo pour moi, mais par contre, la règle et le but de cette année, qui est une année de structuration pour pouvoir scaler, parce qu'on va encore scaler, on se prépare à scaler cette année et l'année prochaine, c'est qu'au bout de cette année de structuration, je puisse revenir définitivement à mon laboratoire. Voilà, je suis obligée de passer par un peu moins de labo, mais le but c'est de structurer mon équipe, une équipe d'innovation aussi, parce qu'on va recruter une dizaine de personnes encore cette année. Le but c'est de créer des équipes pour pouvoir me donner du temps, pour pouvoir revenir à mon amour qui est la formulation cosmétique. Vous parliez d'attaquer certains marchés. Qu'est-ce que vous visez aujourd'hui, demain ? Alors, notre but, c'est de prendre toute la profondeur du marché en France. On est devenu leader en 2 ans sur le cosmétique naturel pour cheveux à texture. Donc, le but, c'est de continuer vraiment à prendre nos parts de marché directement en France et de partir à l'international, d'où aussi ce fonds franco-américain pour avoir cette expertise et nous aider à nous développer à l'international. Donc là, la Belgique a été lancée le mois dernier avec une belle OP qui va arriver. On a des pays de l'Est très surprenants, beaucoup de pays de l'Est. Ah, c'est surprenant, oui. C'est surprenant. C'est un marché que je n'avais pas tout de suite identifié, mais on y est allé. Et là, on a vraiment quelque chose d'incroyable qui se prépare. Fin d'année, Q3, on a les Émirats Arabes Unis avec le groupe Chaloub que nous avons signé, où on va effectivement être vendu chez Faces, qui est l'équivalent de Sephora là-bas. Donc, beaucoup de choses en Europe encore qui se préparent, mais aussi en-delà des frontières européennes.
Quand vous étiez venu me voir il y a 2 ans, vous imaginiez déjà tout ça? Je me l'imaginais pas aussi facilement. En fait, c'est arrivé à la fois, il y a eu beaucoup de travail, et à la fois, une fois que j'ai appuyé sur le bouton en disant allez, on y va, je ne m'imaginais pas que cette aventure serait à la fois si facile, si agréable, si chargée d'émotions, alors que c'est purement des chiffres. Normalement, voilà, un fonds, il rentre, c'est des chiffres. Et finalement, ça se retrouve à être de belles amitiés un très beau relationnel. Et donc, en fait, je vis une aventure émotionnelle et entrepreneuriale qui est incroyable. Merci beaucoup d'être venue nous raconter tout ça, Kelly Massol. Je rappelle que vous êtes la CEO des Secrets de Loli.